Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous. César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtilliez. On la retrouve plus tard au cinéma dans J'embrasse pas d'André Téchinet, dans Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé ou encore Hors normes du duo Nakache-Toledano. La comédienne Hélène Vincent est aujourd'hui la grand-mère rêvée de Nicolas Giraud dans L'Astronaute en salle mercredi. Lunaire dans ce film, mais fidèle à elle-même, la comédienne s'est imposée du théâtre au cinéma comme une force tranquille. Hélène Vincent est aujourd'hui l'invité de Bienvenue au club. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec Ruben Karmazine à la technique. Depuis tout petit, je me vois là-haut. C'est une plaisanterie. Je sais qu'il y a des risques. Mais imaginez. Le premier vol spatial habité amateur de l'histoire. Ben oui, imaginez, ingénieur en aéronautique, Jim a loupé de peu le concours pour aller dans l'espace. C'est un Thomas Pesquet, mais un Thomas Pesquet qui n'a pas réussi ce concours. C'est lui qui l'a emporté d'ailleurs, Thomas Pesquet, et du coup, c'est lui qui va pouvoir porter la fameuse combi. En secret, du coup, Jim, ce rêveur obstiné, va construire sa propre fusée avec l'aide d'une équipe recomposée d'un chimiste autodidacte, d'un astronaute retraité, d'une jeune mathématicienne recalée à son dernier concours et d'une grand-mère, tout sauf terre à terre. La fusée sera placée en orbite basse, à 250 km d'altitude, sur une trajectoire excentrée qui placera le périgée dans l'atmosphère. L'orbite est calculée pour que la capsule intersecte l'atmosphère après une révolution. Donc Jim aura le temps d'une orbite complète, 89 minutes, pour faire sa sortie. Après ça, la capsule reviendra d'elle-même et se posera en mer, au large de la Vendée. Mais comment on ira la récupérer? Il y a une balise GPS dans la capsule. Et avec tous les bateaux qu'il y a dans le coin... Sans parler des militaires qui rappliqueront. On devrait peut-être prendre un avocat, histoire d'avoir un coup d'avance. Si on prévient un avocat qu'on va commettre un délit, il est obligé de nous dénoncer. Si on réussit, tous les avocats se battront pour nous défendre. Et si on échoue? Avec l'instabilité du XB3, il y a quand même un risque que le lanceur explose au décollage. Ça va, c'est bon, on sait. Et une fois que tu seras en orbite, on n'est pas à l'abri d'une collision avec des débris spatiaux, d'un problème de moteur ou même que tu fasses une crise cardiaque. Si, ça peut arriver. En fait, j'ai calculé et tout risque cumulé, j'arrive à un taux d'échec. Bon, ça va, avec les stats. On n'est pas à la NASA, là. Moi, ça m'intéresse. Il est de combien, le taux d'échec? 32%. Une chance sur 3 de mourir. Tu m'avais jamais dit que ce serait si risqué. Mamie, fais-moi confiance. Tout se passera bien. L'astronaute de Nicolas Giraud en orbite dès mercredi au cinéma. Bonjour Hélène Vincent. Bonjour. La mamie, c'est vous, mamie, comme Oui, il c'est vous moi, la appelle, mamie. Jim. Ce Et moi, je n'ai pas été recalée. Non, vous n'avez pas été recalée. Je n'ai pas été recalée de l'amour. Odette, de son vrai nom, hein. Oui, oui. La grand-mère donc La grand-mère. de Jim, ce Oui. rêveur invétéré qui a loupé de peu ce concours, mais qui n'a pas renoncé pour autant à ses rêves. Et son grand rêve à lui, c'est d'aller voyager dans l'espace. Le personnage d'Odette, la grand-mère, est-ce que vous diriez qu'elle est un peu un satellite naturel pour lui, pour Jim? Ah, l'image est belle. Je vais la reprendre vraiment avec plaisir, oui. Il organise autour de lui comme ça un certain nombre de satellites. Elle est là en première position depuis toujours. Il faut beaucoup d'amour pour accepter que quelqu'un qu'on aime aille jusqu'au bout de ses rêves et l'aider à la réalisation de ses rêves. C'est ce qu'elle fait modestement. Mais là, c'est dans l'extrait qu'on vient d'entendre, presque le seul moment où elle commence à angoisser un peu, en tout cas à laisser poindre une inquiétude. Oui, parce qu'il a quand même...
était assez discret sur les conséquences dramatiques possibles de son aventure. Donc elle prend ça en pleine face, comme ça, d'un seul coup. Et en même temps, elle décide de continuer à le soutenir, à l'accompagner. C'est vrai que c'est une figure lunaire, cette grand-mère, dans le film, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par sa permanence et par sa douceur et par sa lumière aussi. Accomplir le premier vol spatial habité en amateur, voilà le challenge, le défi qu'il se fixe avec son équipée, avec cette équipe qui va se constituer, se reconstituer en fait au fur et à mesure. C'est une folie dont elle ne va jamais essayer de le dissuader, au contraire. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'elle l'aime. Parce qu'elle a conscience de la densité incroyable du rêve qui l'habite, parce que elle sait qu'il n'y a pas de réalisation intime pour lui et de bonheur pour lui en dehors de l'avènement de ce rêve. Ce rêve qu'il tient depuis longtemps, qu'il le tient depuis qu'il est petit, depuis sa relation avec son grand-père. Voilà, il y a une filiation comme ça qui vient de loin. Et je pense que c'est pour ça qu'elle l'accompagne, qu'elle le soutient, qu'elle le défend. Ça fait presque un siècle que le cinéma nous envoie dans l'espace, que ça reste un terrain d'exploration aussi pour les cinéastes. Pourquoi ? Pourquoi, d'après vous, le cinéma est peut-être l'art qui nous permet de toucher le plus concrètement ou vraiment avec le bout des doigts cet espace qui est longtemps resté aussi plein d'imaginaire ? Pourquoi ça continue à nous faire rêver ? Pourquoi l'espace nous fait rêver ? Parce qu'il est infini. Il est infini, on découvre une chose et demain une autre, et à nouveau un anneau autour d'une petite planète dans un coin. Voilà, c'est la vie, le principe vital jusqu'au bout. Donc, c'est pas étonnant que ça nous fasse rêver encore et aujourd'hui. Et par exemple, ma grand-mère, lorsque les hommes ont marché sur la Lune, voilà, les premiers, ma grand-mère s'est mise à genoux et elle a prié. Et je suis persuadée qu'elle pensait que là, enfin, on verrait Dieu. C'était là la demeure de Dieu. Bon, voilà, moi, j'ai pas cru à ça. Je crois pas à ça, mais je crois que l'espace est peut-être l'avenir de l'homme. Elle fait partie, elle, de cette génération, votre grand-mère, qui, comme le personnage que vous incarnez et son mari, peut-être collectionnait dans des albums les coupures de presse qui racontaient ce rêve d'espace, ce rêve des pionniers aussi, des premiers voyageurs dans l'espace. Est-ce que vous pensez qu'on est, nous, d'une génération plus terre à terre, qu'aujourd'hui l'espace est devenu peut-être un endroit de plus en plus accessible, pas simplement par le cinéma, mais aussi avec cette idée du premier vol spatial habité en amateur, c'est-à-dire cette idée d'un espace qu'on pourrait un jour accueillir de manière plus artisanale et que ces voyages-là pourront se faire. C'est ça le risque, s'il réussit. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le challenge que se donne Tim, donc Jim plutôt, le personnage du film et l'astronaute. Mais comment vous dire ? Je ne sais pas si c'est possible de rêver comme ça et d'aboutir ce rêve, mais je suis persuadée que les hommes ne cesseront jamais d'essayer d'aller voir là-haut s'ils y sont, avec plus ou moins de moyens, et beaucoup de moyens. Il y a déjà des gens qui ont décidé d'aller faire des petits week-ends là. Mais je pense que c'est infini. Votre imaginaire, à vous, il s'est ouvert avec quoi ? Avec quel livre, cet imaginaire de l'espace, de l'ailleurs, cette poésie de l'espace, comme vous l'évoquez? Moi, j'ai quel pas film, rêvé quel livre? ça.
Je n'ai pas rêvé ça. Je suis fascinée par le cycle de la Lune que je regarde, comme j'habite à la campagne, que je regarde très, très régulièrement. Je suis fascinée par ça, par ces myriades d'étoiles l'été au mois d'août qui illuminent, qui prennent tout le ciel. Mais je suis pas... Je suis restée très modestement sur la Terre. Parfois, j'ai très peur que cette terre n'explose, qu'on la mette à mal. D'ailleurs, on la met à mal. Mais non, je n'ai pas rêvé aussi haut. Je suis là et je regarde là-haut et je suis extrêmement émue et extrêmement consciente de la fragilité et de la précarité de mon existence de petite bonne femme. Voilà. Et vous ne voyez pas le Petit Prince posé sur sa planète, là-haut. On entendait un extrait à l'instant du Petit Prince de Saint-Exupéry, lu par Bernard Giraudot en ouverture de l'émission. Il nous a fait rêver aussi, ce Petit Prince. Oui, ça a fait rêver, oui. De ses ailleurs. Et on a peut-être avec cet astronaute un conte moderne, ou une version moderne du Petit Prince. Est-ce qu'il y a des rêves que vous n'avez-vous jamais réalisés? Vos rêves à vous, Hélène Vincent, qui sont peut-être pas des rêves d'espace d'ailleurs, et ça n'a pas besoin de qui sont des rêves de comédie, des rêves de théâtre ou de cinéma? Aucune vie ne peut dire, aucune personne ayant vécu un certain nombre d'années, comme c'est mon cas, ne peut se vanter d'avoir réalisé tous ses rêves. Il y en a beaucoup qui sont passés et, comme ça, à ma portée, et que certainement je n'ai pas attrapé. Et pourquoi parce que vous n'étiez peut-être pas prête à tout, comme lui l'est dans ce film, pour réaliser vos rêves. Je suis certaine que, par exemple, dans ma carrière, dans ma vie de comédienne, il y a eu des choix, des carrefours, où j'ai choisi autre chose que ma carrière, où j'ai choisi des enfants, des amours, etc. Je n'ai pas mis comme Nicolas mon rêve de partir, de construire une fusée et de partir dans l'espace. Je n'ai pas mis ça au premier plan. Donc forcément, ça fait un chemin avec des pleins et avec des creux, mais que j'ai assumé très bien. J'avais l'impression que mon rêve d'être actrice, qui est vraiment fondateur, j'ai rêvé de ça depuis que je suis toute petite, je voulais ça absolument, mais je crois que je n'ai pas voulu ça à tout prix. Et que donc, je me suis lancée à corps perdu dans chacune des propositions qui sont venues à moi et que j'ai attrapées, mais j'ai pas cherché, comment je dirais, à soulever des montagnes pour que le voyage soit plus extraordinaire. Et en même temps, vous avez dit, le théâtre m'a empêché de croire que les étoiles orientaient leur pointe vers moi. C'est un travail dans la durée que le cinéma n'offre pas, un travail d'artisan profond, obstiné, modeste, mais acharné. Oui. Vous rediriez cela aujourd'hui? Est-ce que la scène vous a permis de garder les pieds sur terre? Mais absolument. Absolument. Et le théâtre vous permet, par la modestie de votre participation quand on est comédien, vous permet de garder conscience que vous êtes des voyageurs, que vous transmettez quelque chose qui est la parole de poète. Voilà, vous êtes un outil. Vous êtes un messager de la poésie, voilà, c'est pas vous. Donc, et puis, en plus, le théâtre, ce que j'ai aimé dans le théâtre, c'est la richesse des aventures collectives dans lesquelles je me suis inscrite. J'ai toujours eu conscience, mais même au cinéma, que c'est pas moi, c'est moi, mais les autres, et c'est nous tous ensemble qui formons quelque chose qui devient absolument magnifique, si tout va bien, qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait rêver, mais c'est pas une personne
Et c'est cet esprit d'équipe qu'on retrouve d'ailleurs dans le film L'Astronaute, c'est-à-dire que seul il ne peut pas construire sa fusée, seul il ne peut pas aller au bout de son rêve. Pour ça, il va falloir qu'il accepte aussi de faire confiance et de s'entourer. Et ensemble, ils vont pouvoir faire mûrir ce projet et rêver aussi avec lui. C'est peut-être une métaphore du cinéma, du théâtre aussi, tel que vous le racontez, Hélène Vincent, cette idée du collectif, sans qui, sans quoi, rien ne pourrait arriver. Je ne crois pas, ou disons, je crois difficilement que quelqu'un tout seul, tout à coup, ait je ne sais quelle révélation. Et je pense qu'on est fait, au fil des siècles, et de génération après génération, on est fait par des successions d'influences sensibles, émotionnelles, intellectuelles, culturelles. On voit un tableau et tout à coup, paf, ça donne une envie, ça ouvre l'imaginaire vers quelque chose d'autre. On est fait voilà, on est fait de multiples influences et je crois que rien ne se fait de vraiment très, très, très important sans qu'il y ait association de plusieurs personnes, de plusieurs rêveurs, de plusieurs hommes, femmes, voilà. Et qu'on fait en plus ces choses qu'on invente, on les fait pour les donner, pour les offrir, pour rejoindre le public. Ça, c'est quelque chose de tout à fait... voilà. C'est plus sensible au théâtre qu'au cinéma, parce que le cinéma fractionne nos participations. Il y a 3 grands metteurs en scène qui ont traversé votre vie théâtrale, Hélène Vincent. Patrice Chéreau, Jean-Pierre Vincent, Christian Schiaretti. Oui. Patrice Chéreau, c'était la comète ? Patrice Chéreau, c'était le plus jeune de nous 3. Hein. Patrice avait 17 ans, j'en avais 18 et Jean-Pierre Vincent 19. Mais Patrice, ça a très vite, tout de suite, été le leader, le phare, Voilà, Jean-Pierre le dit dans un très beau livre d'ailleurs, il dit il était en avance sur nous, il avait déjà découvert beaucoup de choses et j'ai eu conscience, disait Jean-Pierre, qu'il fallait que je m'accroche là, à cet endroit-là, et que je suive cet homme-là. Quelque part, plus modestement, j'ai eu conscience très vite qu'il fallait que là était ma voie, mon chemin, ma chance incroyable de rencontrer ces 2 hommes-là, moi qui n'avais pas lu 3 livres. Parce que celui que vous avez surtout suivi, c'est Jean-Pierre Vincent quand même. Pardon ? Celui que vous avez surtout suivi, c'est Jean-Pierre Vincent. Ah, c'est... Hélène Vincent, oui. Hein, on peut quand même le dire. Oui, ce fut pendant de longues années mon compagnon et... Et vous avez partagé beaucoup, y compris à la scène, ensemble. Hein. Mais j'ai travaillé avec lui dans plusieurs spectacles. J'ai pas fait tous ces spectacles, mais j'en ai fait beaucoup. Et tout ce que je sais, je leur dois. Je le dois à Patrice, je le dois à Jean-Pierre, qui étaient des forcenés du travail, des acharnés, des passionnés comme Nicolas, des perfectionnistes comme Nicolas, et qui m'ont appris à travailler en serrant les dents. Et il n'y avait pas d'espace pour se plaindre. Il fallait écouter, apprendre et avancer. Écouter, apprendre et avancer, parfois avec un peu de souffrance. Aujourd'hui, cette notion de souffrance dans le jeu, dans le théâtre, dans l'apprentissage du jeu, elle est beaucoup remise en question. On discute notamment autour de la pensée de Stanislavski, des grandes recettes aussi pour enseigner et apprendre le théâtre, savoir s'il faut aller chercher au fond de soi les émotions les plus dures, les traumatismes aussi. Qu'est-ce que vous en dites, Hélène Vincent ? Est-ce qu'il faut aussi travailler avec ses blessures, avec ses bosses ? C'est évident. De toute façon, les choses, les bonnes choses qui nous arrivent, les choses tragiques qui nous arrivent, on ne peut pas les évacuer. Et quand on est comédien, je dirais que on est à nous-mêmes notre propre outil, donc on travaille avec le pire et avec le meilleur. Et alors la difficulté, c'est de savoir qu'on s'en sert au moment où on joue. Sinon, on est dans le psychodrame, ce qui n'a absolument aucun intérêt, et l'art est très loin du psychodrame. Mais
Mais voilà, on ne joue pas impunément certains textes. On ne joue pas impunément certains rôles. Et moi, c'est vrai, j'ai appris à travailler durement. Mais vous savez, quand on regarde des danseurs, la carrière d'un danseur, il n'y a pas de recette autre que d'accepter, pour aller vers le meilleur, vers le plus beau, d'accepter la souffrance. Moi, j'ai appris à travailler en serrant les dents et en souffrant. Voilà, il n'était pas question de dire là, ça ne va pas, là, non, mais je ne le sens pas, mais non, mais je le ferai quand il y aura le public, mais je ne sais pas quoi. C'était avance et travail. Réfléchi et fait. Et il n'y a que l'action, que la mise en route, pas après pas, qui fait qu'un jour, on aboutit à quelque chose qui s'approche de la réalisation d'un rêve qu'on avait. Voilà, Mais peut-être que cette souffrance, pardon, si j'essaie de comprendre aussi ce que vous dites et les débats aujourd'hui pour une jeune génération d'apprentis comédiens ou d'acteurs, c'est que, est-ce que vous avez eu le sentiment que cette souffrance, ce travail-là acharné, vous l'avez choisi? Ou est-ce que par moments ça a été subi pour vous? Est-ce que ça venait du metteur en scène un peu autocrate, très, très dur, influent, tyrannique? Non, je pense que s'il n'y avait pas eu ces deux-là à l'origine de ma vie de comédienne, j'aurais peut-être été en danger de me satisfaire de peu. Je pense, et je suis prête à souffrir pour travailler. Voilà. Je pense qu'il est difficile de réaliser quelque chose de beau sans que ça fasse mal par moments. Voilà, je crois que on peut... ou alors on rêve pas grand. Et là, vous avez eu envie de rêver grand. Et vous l'avez fait aussi à travers des rôles que vous êtes choisis, comme celui de Molly Bloom, ce monologue de Joyce. Ça a été une vraie prise de risque dans votre parcours. Ouais. Est-ce que ce rôle qui vous a quand même sonné, qui vous a épuisé, après un nombre incalculable de représentations, vous l'avez dit, après coup, vous le regrettez? Ah non. Non, je ne regrette pas. Je pense, quand la proposition m'a été faite de jouer ça, je pensais que ce n'était pas pour moi. Je pensais que c'était fait pour une comédienne que j'estime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui s'appelle Christiane Coendi. Je me disais, elle est faite pour ça, pas moi. Bon, là, on a insisté autour de moi pour que j'accepte de le faire. Je me suis mis à apprendre ce texte. Et là, pendant 6 mois, j'ai fait que ça, apprendre ce texte qui est... C'est une torture d'apprendre ce texte. Et ça a été une des belles choses que j'ai faites. Et Jean-Michel Dupuis, qui m'a mis en scène, m'avait fait travailler, lui aussi, avec une exigence certaine. Mais c'est sans doute un des plus beaux rôles que j'ai joué au théâtre. Mais l'épreuve... Je dis l'épreuve, l'aventure a été telle, la terreur de ne pas être à la hauteur a été telle, la terreur des trous de texte a été telle que j'ai arrêté de jouer au théâtre. Voilà. Je ne pouvais plus remonter sur le plateau. J'étais dans un état de panique absolue et donc j'ai arrêté pendant 15 ans de jouer au théâtre. Et c'est là que le cinéma est revenu. Alors le cinéma était là, était toujours là. Mais bon, le cinéma, ça m'a semblé à l'époque une chose incroyablement plus douce, plus facile, voilà. Et quand j'ai recommencé à travailler, c'était avec Christian Scaretti dans Coriolan de Shakespeare. C'était 15 ans après, le jour de la première. La terreur était là au rendez-vous. Elle n'avait pas changé. C'était, voilà, le diable était là. Elle était en vous, Hélène Vincent, comédienne, invitée pour quelques minutes encore de l'entretien de Bienvenue au Club. Ce qui est intriguant dans votre filmographie, c'est la succession de prénoms un peu vieille France de vos personnages. Que toutes les Marielle, Odette, Marie-Paul, Yvette, Marcel, Odile, Nicole me pardonnent de les citer dans ce cadre-là. Vous êtes le contraire pourtant de ce personnage de grande bourgeoise que vous avez endossé à 40 ans dans La vie est un long fleuve tranquille
et qui vous a longtemps collé à la peau. Vous venez d'un milieu plutôt modeste, mais qui avait quand même le cinéma pour boussole. Et vous avez retrouvé depuis des très très beaux rôles. On peut penser aux 2 films d'Albert Dupontel avec lequel vous avez tourné, Grinçant, À l'origine du monde aussi de Laurent Lafitte, totalement mordant. Et puis à ce très beau film de Stéphane Brisé, Quelques heures de printemps. Ça, c'est un rôle qui, à un moment, était un tournant pour vous aussi ? Ça, c'est le rôle que je voulais. Ça, je ne savais pas que ça allait m'arriver, mais quand on me l'a proposé, j'ai lu ce scénario et j'ai été, mais immédiatement, c'était, comment je dirais, charnel. Voilà, j'étais prête pour cette aventure-là, qui n'a pas été facile, mais c'est un des plus beaux rôles qui m'a été donné de jouer au cinéma. À travers ce rôle-là, en plus, pour une fois, moi qui avais joué des bourgeoises à répétition, sans mépris pour les bourgeoises en question que j'ai joué, mais pour la première fois, j'avais l'occasion au cinéma de rejoindre les femmes de ma famille, d'investir quelque chose que j'avais vu chez ma mère, chez ma grand-mère, chez mes tantes. Voilà, elles étaient là avec moi dans leur simplicité, dans leur modestie, dans leur destin secret, dans tous ces mots, avec tous ces mots qu'elles n'ont jamais dit, elles sont parties avec. Et donc j'avais l'impression de jouer pour elles, d'être là pour elles, de les représenter. Voilà, c'est quelque chose qui s'est... Ça a été un cadeau inouï pour moi, ce rôle, vraiment. Là, Stéphane Brisé, il m'a donné quelque chose de tellement beau. D'avoir trouvé votre place, ou retrouvé une certaine place, en tout cas avec ce film. Merci beaucoup à vous, Hélène Vincent. Vous serez à l'affiche de L'Astronaute, en salle ce mercredi. Le nouveau film de Nicolas Giraud est bien entouré aussi, par ailleurs, dans ce film. Merci à vous. Merci à vous.